Salut les Jones, c'est Robert le Tigre. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de dividendes. C'est un sujet que j'aimerais traiter depuis très longtemps, et c'est un sujet que j'aimerais traiter parce que c'est un sujet qui est assez clivant au sein de la communauté des investisseurs comme au sein de la communauté française. Trésor de guerre honteux pour les uns, revenus passifs pour les autres, et même inutile pour certains. Je souhaite aujourd'hui traiter les sujets suivants. Premièrement, pourquoi le prix de l'action baisse-t-il du montant du dividende lors du détachement du dividende? Deuxièmement, le dividende est-il le revenu de l'actionnaire? Troisièmement, faut-il préférer les rachats d'actions aux dividendes? Et quatrièmement, faut-il favoriser les actions à dividendes? Dans cet épisode du régime des actifs, qui n'est pas un conseil en investissement, je commenterai l'article « Les actions à dividendes ne vous rendront jamais riches » de Mathieu Louvet, un article qui a la qualité d'être simple à comprendre pour les débutants et qui vulgarise pas mal de concepts essentiels, mais qui contient quelques imprécisions. C'est un article que je vois souvent cité un peu à tort et à travers pour dire que les dividendes ne rapportent rien, alors que la réalité est plus complexe que ça. Avant que je commence, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas déjà des abonnés du régime des actifs, n'hésitez pas à nous suivre sur Spotify et YouTube. N'hésitez pas non plus à nous laisser un petit commentaire ou un petit pouce en l'air et à partager cet épisode avec vos copains. Sur ce, je vous laisse avec le jingle car souvenez-vous que ici, zéro conseil en investissement. C'est la rubrique du doigt mouillé. 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 This is not financial advice. Alors premièrement, pourquoi le prix de l'action baisse-t-il du montant du dividende lors du détachement du dividende? Alors avant de répondre à cette question, rappelons ce qu'est un dividende. Un dividende, c'est simplement un versement d'argent d'une entreprise à ses actionnaires. Dans les marchés financiers, ils peuvent être annuels, semestriels, trimestriels, mensuels ou même ponctuels. Pour toucher le dividende d'une société A, il faut en être actionnaire à la date de détachement du dividende. Cette date correspond grosso modo au moment où la société récolte les coordonnées de tous ses actionnaires pour effectuer un virement qui aura lieu dans un certain nombre de jours. Si vous l'ignoriez, suite au détachement du dividende, le cours de l'action A, mettons de 50 €, baisse du montant détaché. Mettons 5 €, nous nous retrouvons donc avec une action qui cote à 45 €. Ce phénomène assez perturbant pour les débutants fait dire à certains que les dividendes n'enrichiraient pas les actionnaires. En effet, avant le détachement du dividende, nous avions 50 € de l'action A, et après, nous avons 5 € de cash plus 45 € de l'action A. Voyons l'explication fournie par Mathieu Louvet. Imaginons que la société A investit dans un parc immobilier, elle détient actuellement 4 immeubles de 50 000 € chacun, sa valeur est donc estimée à 200 000 €. Elle a généré durant l'année 50 000 € de bénéfices, sa valeur actuelle est donc estimée à 250 000 €. 200 000 € d'immeubles et 50 000 € de trésorerie. L'entreprise décide de verser un dividende de 10 000 €, la nouvelle valeur de l'entreprise est désormais 240 000 €. Donc, si je vous résume, l'explication est la suivante. La valeur de l'entreprise correspond aux actifs et à la trésorerie qu'elle possède, donc si elle diminue sa trésorerie, sa valeur doit baisser du même montant. Cette explication qui est volontairement simpliste implique néanmoins plusieurs choses. Premièrement, les rachats d'actions n'enrichissent pas les actionnaires. Le rachat d'actions par une entreprise consiste simplement dans l'échange du cash contre ses propres actifs. Donc si l'entreprise A décide d'utiliser ces 10 000 € pour acheter les parts d'un actionnaire, les autres actionnaires, selon cette explication, ne devraient pas s'enrichir, car selon la logique comptable, ils échangent 10 000 € de cash contre 10 000 € de bâtiment. D'ailleurs, un rachat d'actions, c'est juste un dividende réinvesti. Vous noterez d'ailleurs qu'on n'entend pas beaucoup de gens nous expliquer que les rachats d'actions n'enrichissent pas les actionnaires. Deuxième implication, si les dividendes n'enrichissent pas les actionnaires et que les rachats d'actions n'enrichissent pas les actionnaires selon la théorie de la neutralité comptable, les dilutions non plus ne vont pas appauvrir les actionnaires. En effet, si notre entreprise A émet la moitié de sa valeur sous forme d'actions, eh bien les actionnaires actuels vont voir en fait leur part de capitaux qu'ils possèdent dans l'entreprise échangés contre du cash. Et pourtant, on n'entend pas souvent les gens dire que les dilutions n'appauvrissent pas les actionnaires. Troisième implication, on peut avoir des entreprises qui ont des prix négatifs. En effet, si au lieu de verser 10 000 €, notre entreprise A décide d'en emprunter 500 000
soit le double de sa valeur comptable, et qu'elle décide de reverser ces 500 000 aux actionnaires, alors sa valeur devrait théoriquement être moins de 150 000. Or, nous, quand on investit en bourse, des entreprises qui ont un prix négatif, ça n'existe pas. Alors vous me direz sans doute qu'aucune entreprise en bourse ne pourrait se permettre d'emprunter plus que sa valeur comptable pour reverser de l'argent aux actionnaires. Eh bien si, ça existe. Il y a des sociétés bien importantes comme MSCI, McDonald's, ou même pendant assez longtemps GoDaddy, qui ont une valeur comptable négative. Or ces actions, elles s'échangent respectivement à 500, 300 et 170 $. Alors pourquoi c'est possible? Eh bien parce que les prix de ces entreprises ne sont pas estimés par rapport à leur valeur comptable, mais par rapport à leurs revenus futurs. Alors si le modèle de la valeur comptable n'est pas bon, quel modèle utiliser? Il faudrait un modèle qui tienne compte des cash flows futurs, et ça tombe bien, ce modèle il existe, c'est le DCF. Donc le Discounted Cash Flow est un modèle financier utilisé pour valoriser les actifs qui génèrent du cash. Originellement développé pour estimer les prix des obligations, il est aussi utilisé en bourse pour estimer le prix des actions, ou en banque d'affaires ou en private equity pour estimer la valeur d'entreprise. Là, je vous renvoie vers l'épisode qu'on avait fait avec Apollon Le Breton, donc banquier d'affaires. Le principe est simple, évaluer l'actif en fonction de tous ses revenus futurs ajustés du taux de rendement attendu. Pour une obligation, c'est simple, on regarde la valeur des intérêts qu'on compare au taux de marché d'une obligation équivalente en termes de risque et de duration, et la valeur du principal, donc le montant emprunté qui est remboursé en fin de vie de l'obligation. Si les intérêts ont une meilleure rentabilité que l'équivalent marché, le prix sera plus élevé que l'équivalent marché, sinon plus faible. Pour les actions, c'est presque pareil. Les coupons sont les dividendes / les free cash flow. En fait, le free cash flow, c'est l'argent qu'on pourrait reverser directement sous forme de dividendes ou sous forme de rachat d'actions. Et le principal, la valeur de l'entreprise si elle avait le même taux de croissance que le PIB. Donc la grosse différence qu'il y a entre le DCF sur une action et sur une obligation, c'est juste que dans le cas d'une action, on ne connaît pas vraiment la duration de l'action, et on ne sait pas non plus exactement quels seront les cash flows futurs. Cela dépendra de la santé financière de l'entreprise et de l'évolution de ses revenus. Bon, c'est bien joli tout ça, mais ça nous explique pas pourquoi la valeur de l'action baisse lors du détachement du dividende. En fait, l'explication est toute simple. C'est juste un arbitrage de marché. Si la valeur de l'action ne baissait pas suite au détachement du dividende, cela permettrait à certains d'acheter l'action A à 50 € le jour du détachement, de la revendre au même prix le lendemain et d'empocher gratos le dividende. D'ailleurs, il arrive que cet arbitrage du marché ne fonctionne pas très bien dans certaines poches de marché liquide, comme les pays émergents ou les small caps, et qu'en fait, le montant dont baisse l'action soit pas exactement le montant détaché. On observe le même phénomène d'ailleurs dans les obligations. À chaque détachement de coupon, l'obligation voit son prix baisser du même montant que le montant détaché. Partie 2. Le dividende est-il le revenu de l'actionnaire? Voyons ce qu'en dit Mathieu Louvet. Alors Mathieu Louvet nous dit que le dividende n'est pas un revenu tout court. Si c'était le cas, il suffirait à des spéculateurs d'acheter des actions avant leur dividende pour les revendre ensuite en ayant encaissé le cash et gagner de l'argent sans trop prendre de risques. Or ce n'est pas le cas, il n'y a évidemment pas d'arbitrage possible. Alors là, je m'insurge, cette affirmation est débile. En gros, ce que nous dit Mathieu Louvet, c'est que s'il y a un arbitrage de marché, ce qui est vrai, on ne peut pas toucher d'argent gratos, donc le dividende n'est pas un revenu. Or moi, je pensais qu'un revenu, c'était pas quelque chose que tu touchais gratuitement, mais c'était quelque chose que tu touchais à la suite d'un travail ou d'un service fourni, comme par exemple investir dans une entreprise ou prêter son argent. Remplacez juste action par obligation et dividende par coupon et vous verrez tout de suite pourquoi cette affirmation est totalement absurde. Évidemment, les coupons sont la rémunération du créancier pour le risque qu'il a pris et pour le temps accordé. Et c'est exactement la même chose pour les actions. On permet à une entreprise de se financer parce qu'on fait un pari sur sa capacité à nous verser plus de valeur à long terme. Et pour nous récompenser, cette entreprise va nous reverser de la valeur. Le dividende, c'est la rémunération de l'actionnaire. C'est un revenu passif, mais c'est pas un revenu gratuit. Il coûte du temps et du risque. Alors, faut-il privilégier les rachats d'actions aux dividendes? Virtuellement, un rachat d'actions, comme je vous disais, c'est similaire à un dividende réinvesti dans la boîte. On sort du cash de la trésorerie et on le convertit en equity. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce débat entre les dividendes et les rachats d'actions? Alors, pour répondre à cette question, il va falloir évoquer la stratégie d'allocation du capital, la fiscalité et la valorisation. Pour rappel,
Une fois le résultat opérationnel réalisé, l'entreprise peut l'utiliser de plusieurs façons. Alors elle peut faire du CAPEX, c'est-à-dire investir dans des projets internes ou externes qui ont une rentabilité supérieure au coût du capital, c'est-à-dire le taux d'actualisation que vous voyez précédemment dans le discounted cash flow model, donc ce qui correspond en fait à la rentabilité attendue par les actionnaires compte tenu du risque pris. Avec l'argent restant, eh bien l'entreprise peut augmenter sa trésorerie, elle peut diminuer sa dette, et ça c'est deux bonnes façons de faire diminuer son risque et donc le coût du capital. Et elle peut redistribuer de la valeur aux actionnaires via des dividendes ou des rachats d'actions. Mais alors, qu'est-ce qui est le plus avantageux pour les actionnaires? Si virtuellement un rachat d'actions est un dividende réinvesti dans l'entreprise, il présente en réalité plusieurs avantages sur le dividende. Premièrement, sa fiscalité est généralement moindre par rapport au dividende. Par exemple, en France, la fiscalité sur un rachat d'actions, c'est 8% contre 30% pour les dividendes. Un rachat d'actions, c'est aussi plus flexible. Là où les entreprises subissent parfois une pression de leurs actionnaires pour verser des dividendes réguliers et croissants, quand bien même la situation financière ne le permettrait pas, les rachats d'actions sont ponctuels, peuvent être effectués uniquement une fois nécessaire, un peu à l'instar des dividendes exceptionnels. Alors bingo, remplaçons tous les dividendes par des rachats d'actions. Hop. On se calme. Il reste un avantage du dividende sur le rachat d'actions. Comme je vous disais, le rachat d'actions est un dividende réinvesti dans l'entreprise, mais le dividende n'est pas nécessairement réinvesti dans l'entreprise. Est-on toujours dans un cas où on a envie de réinvestir dans la même entreprise? On a tous en portefeuille des très belles entreprises qu'on hésite à renforcer. Trop cher, on préfère attendre un dip façon Liberation Day pour les acheter à un bon prix. Or, si ces entreprises utilisent le cash pour acheter leur part trop cher, nous sommes comme qui dirait baisés. Exemple, une entreprise comme Apple, dont le résultat net n'a pas augmenté depuis 2021 et qui s'échange à 30 fois les bénéfices, a dépensé 347 milliards en rachat d'actions sur cette période. Un rachat d'actions Apple, c'est du cash investi à 3% par an. Si ce cash, mettons, avait été reversé sous forme de dividende, il aurait pu être investi à 5% sur des obligations d'État américaines ou sur des meilleures entreprises. À l'inverse, si l'entreprise est fortement décotée, le rachat d'actions est une bonne utilisation de l'argent de l'actionnaire. D'où la formule suivante. Si notre free cash flow, ajusté du taux d'imposition du rachat d'actions fois le rendement calculé de notre entreprise, est supérieur au coût du capital fois le taux d'imposition du dividende, alors notre rachat d'actions est préférable, autrement il vaut mieux verser un dividende. Quelques remarques. Dans une entreprise qui ne fait pas de croissance comme Apple, calculer le rendement dont je vous parle, c'est assez facile. C'est grosso modo le free cash flow yield ou l'inverse du PEA, donc le bénéfice net divisé par le prix. Par contre, lorsqu'on a affaire à une entreprise qui fait de la croissance, voire qui a une forte croissance, c'est beaucoup plus compliqué. Faut faire des hypothèses sur ce que sera la marge dans plusieurs années, sur ce que va être la croissance, etc. Donc voilà, c'est pas juste prendre un PE et faire l'inverse. Autre remarque, dans certains cas où l'entreprise serait vraiment décotée, on peut envisager qu'un rachat d'actions soit même plus rentable que faire du CAPEX. Alors quatrième point, faut-il privilégier les actions à dividendes? Premièrement, les dividendes yield élevés. Donc nous avons vu que le dividende sous forme de versement direct ou de rachat d'actions est la rémunération de l'actionnaire. Il pourrait nous laisser penser que les entreprises très distributives, surtout compte tenu de leur prix, sont nécessairement des bons investissements. Alors c'est là que je vais me montrer beaucoup moins critique vis-à-vis de l'article de Mathieu Louvet, qui souligne que bon nombre d'entreprises qui ont des gros yields, c'est-à-dire qui ont un dividende très élevé par rapport au prix auquel elles s'échangent en bourse, ont des performances catastrophiques. Et pour cause, ce sont des entreprises de merde, très souvent, elles ont beaucoup de dettes, elles ont des revenus décroissants, elles ont une mauvaise rentabilité. Ici, on rencontre exactement le même problème qu'avec le ratio PE. Un PER faible, ça veut pas nécessairement dire que l'entreprise est décotée. Même généralement, ça veut plutôt dire qu'elle est mauvaise et que c'est un value trap. C'est pour ça qu'il faut toujours tenir compte de la croissance future. Nvidia qui a un PE à 20, c'est une meilleure affaire qu'un Orange avec un PE à 10. Pas de conseil en investissement. Pour autant, les rendements élevés sont pas forcément à jeter. Une entreprise comme Total Energy a eu dividende inclus une performance équivalente au SP500, auquel elle est très peu corrélée, en surperformant l'Europe ou des entreprises stars comme LVMH.
le dividende comme indice de la santé financière. Pourquoi un dividende régulier et croissant serait un signe de bonne santé financière de l'entreprise? C'est tout simplement parce que la logique est que, sans avoir des revenus croissants, l'argent redistribué ne peut pas croître. Ça, c'est une logique qui est un peu simpliste, parce que pour autant, il ne faut pas croire que la qualité de l'entreprise comme les problèmes de l'entreprise se répercutent instantanément sur les dividendes. En effet, il est assez commun d'attendre plusieurs années de rentabilité avant qu'une entreprise croissante commence à verser des dividendes. On voit bien, par exemple, Google ou Meta, ils ont attendu très longtemps avant de verser un dividende, alors qu'ils auraient pu le faire depuis des années. De même, les entreprises en difficulté ont trop souvent tendance à attendre d'être vraiment dans la mouise avant de baisser leurs dividendes. Et là, on peut penser à Intel, on peut penser à Kering ou à d'autres. Le dividende est un écho de la croissance passée. Donc moi, je pense que au simple critère du dividende croissant pour estimer la qualité d'une entreprise, pourrait substituer plusieurs critères. Alors une forte rentabilité des capitaux. Allez, mettons minimum 10%. 2, croissance soutenue du bénéfice net par action. 3, vérifier le taux d'endettement. Si on a une entreprise qui est faiblement endettée, mais c'est toujours un bon indice de santé financière. 4, le payout ratio, qui est en fait le ratio entre la valeur redistribuée, donc on va dire rachat plus dividende, par le free cash flow. De manière générale, en fait, tous les critères quality permettent mieux de trouver des entreprises solides que juste regarder le dividende. Troisième argument en faveur du dividende, juste avoir un cash flow sur son compte pour générer du revenu passif. Bon là, c'est un critère qui est un peu plus subjectif. Chacun voit midi à sa porte. Je pense que quand on est jeune, ce qui est important, c'est surtout d'augmenter ses propres revenus. Après, c'est vrai qu'étant vieux, on est souvent mieux en vivant de sa rente. C'est plus difficile de travailler. Et quand on voit en fait la croissance des dividendes donnés par le marché, effectivement, on a là une bonne façon de se créer un revenu efficace et durable. Alors en conclusion, nous avons vu que le prix de l'action baisse du montant du dividende lors du détachement du dividende pour des questions simplement d'arbitrage, comme tous les produits financiers distribuants, que vous ayez affaire à des ETF ou à des obligations par exemple. Nous avons vu que le dividende est bel et bien le revenu de l'actionnaire, comme le coupon de l'obligation et le revenu du créancier. Comme ça vous évitera lorsque vous rencontrez François Ruffin qui vous dit que les dividendes sont très méchants, de lui répondre que les actionnaires ne gagnent pas d'argent avec leurs dividendes. Nous avons vu que la question du choix entre rachat d'actions et dividendes est une question en fait de valorisation et de fiscalité. Quatrièmement, il faut choisir avant tout nos investissements pour leur rentabilité future plutôt que leur dividende présent. Pas besoin de se presser. N'importe quelle boîte rentable finira par redistribuer de la valeur à ses actionnaires, sous forme de rachat d'actions ou sous forme de dividendes. Ne nous pressons pas, ça sera pour nos vieux jours. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à le partager avec vos amis. Si vous commencez à investir, je vous invite à regarder notre lien de parrainage de Giro dans la description, à écouter nos derniers épisodes. Et si vous êtes très débutant, je vous invite quand même à faire un tour sur la chaîne YouTube de Mathieu Louvet. Il vous apprendra sans doute beaucoup de choses sur les ETF. Surtout, si vous ne connaissez pas notre devise, n'oubliez pas que le passé c'est bien, mais que le futur plein de dividendes c'est mieux.